Chapitre 7 Ouverture vers un dialogue. Au cours de ma visite à Pékin, en 1954-1955, j'avais rencontré plusieurs fois Deng Xiaoping, à présent devenu le dirigeant suprême en Chine, et je savais qu'il était un des hauts dignitaires les plus impliqués dans les affaires relatives au Tibet. Dans un geste d'ouverture vers ce nouveau régime, le 10 mars 1978, j'ai déclaré officiellement: si les 6 millions de Tibétains au Tibet sont véritablement heureux et prospères, comme jamais auparavant, nous n'avons aucune raison de prétendre qu'il en va autrement. Si les Tibétains sont véritablement heureux, les Chinois devraient autoriser tout étranger intéressé à visiter le Tibet sans restreindre ses déplacements ou ses rencontres avec le peuple tibétain. Cela permettrait aux visiteurs de réellement connaître les vraies conditions de vie au Tibet. En outre, les Chinois devraient permettre aux Tibétains du Tibet de rendre visite à leurs parents et aux membres de leur famille aujourd'hui en exil. Ces Tibétains pourraient alors constater par eux-mêmes comment nous qui sommes en exil vivons dans les pays libres. On devrait donner la même opportunité aux Tibétains en exil. De manière très inattendue, fin 1978, mon frère Gyalo Tongdup, qui vivait à l'époque à Hong Kong, a reçu une invitation à s'entretenir avec Deng Xiaoping à Pékin. C'était sans aucun doute une ouverture. Et Gyalo Tongdup m'a consulté sur la marche à suivre. En novembre de la même année, 34 membres de mon ancien gouvernement au Tibet ont été libérés de prison au cours d'une grande cérémonie publique. De toute évidence, on nous envoyait un message d'espoir. Le 1er février 1979, le Panchen Lama a fait sa première apparition en public en 14 ans et a appelé à mon retour au Tibet. Au même moment, les États-Unis ont officiellement rétabli des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine, ouvrant la possibilité à l'évolution fondamentale qui avait eu lieu en Chine vis-à-vis de la communauté internationale. J'ai conseillé à mon frère d'accepter l'invitation, mais à ce stade, de ne le faire qu'en son propre nom et pas en tant que mon représentant. Le 12 mars 1979, il a rencontré Deng Xiaoping au palais de l'Assemblée du peuple. Deng a entamé l'entretien avec lui, demandant des nouvelles de ma santé et s'est enquis du temps qui s'était passé depuis la dernière visite de mon frère à Pékin. Celui-ci a répondu que c'était en 1949, 30 ans plus tôt. Au fil de la conversation, Deng a affirmé à mon frère que l'indépendance du Tibet n'était pas négociable. Mais à part l'indépendance, tout est négociable, tout peut être discuté, a-t-il déclaré. Deng était extraordinairement ouvert et vraiment positif sur toute une série de questions que Gyalo Tongdup a posées. Même si mon frère avait clairement spécifié qu'il ne parlait qu'en son nom, Deng a accepté d'ouvrir la frontière entre le Tibet et l'Inde pour que des personnes qui avaient été coupées de leur famille pendant 2 décennies puissent se voir. Il a accepté que nous envoyions des professeurs de tibétains formés dans notre communauté, en exil dans certaines régions du Tibet, et même accepté l'ouverture d'un bureau de liaison à Pékin pour entamer un processus de discussion. Deng a assuré à mon frère que la nouvelle direction chinoise était engagée dans une évolution fondamentale et pérenne, et que si le Dalai Lama avait des doutes, nous devions envoyer des gens enquêter sur la situation au Tibet. Il a déclaré qu'il valait mieux voir les choses de soi-même que les entendre 100 fois de la part des autres. Au début des années 1970, après y avoir mûrement réfléchi, j'ai pris conscience de plusieurs éléments importants à propos de la nature de notre combat et de la meilleure manière d'aller de l'avant. Je me suis rendu compte que si nous insistions dans notre volonté de restaurer l'indépendance du Tibet, ça signifiait que les Tibétains devraient envisager la possibilité d'une longue lutte armée contre la Chine communiste, ce qui serait non seulement impraticable, mais tout bonnement suicidaire. Je me rappelle fort bien ce que le Premier ministre Nehru m'avait dit à propos du manque de réalisme de notre quête pour l'indépendance. Les États-Unis ne vont pas entrer en guerre avec la Chine au bénéfice du Tibet. Bien sûr, en tant que personne qui s'oppose catégoriquement à la violence, je ne pouvais plus diriger le mouvement de libération si celui-ci devait choisir le chemin de la lutte armée. En outre, j'en étais venu à comprendre que pour la plupart des Tibétains, le plus important était la protection d'un peuple historiquement
connecté à la géographie unique du plateau tibétain, avec une langue, une culture et une région unique. Pour finir, il y avait la profonde prise de conscience que pour résoudre le problème tibétain, il nous faudrait tôt ou tard nous asseoir autour d'une table avec les Chinois pour discuter. Et pour ce faire, malgré la réalité historique de notre indépendance et le profond attachement du peuple tibétain à cet idéal et à son bon droit, nous avons reconnu qu'appeler à l'indépendance du Tibet bloquerait toute avancée du côté chinois. À présent, si nous voulions résoudre notre problème à travers un processus pacifique de négociation, il nous fallait prendre sérieusement en compte la perspective des Chinois. J'ai compris ce qui importait le plus pour la République populaire de Chine était la stabilité et l'intégrité territoriale, tandis que de notre côté, le plus important était la capacité à survivre et à prospérer en tant que peuple distinct, avec notre langue unique et notre héritage culturel. La graine était semée pour ce qu'on appellerait plus tard l'approche de la voie médiane. Ne pas chercher l'indépendance, mais une réelle autonomie dans le cadre de la République populaire de Chine. Alors, en 1974, même avant que Deng ne fasse son geste d'ouverture, j'avais partagé mes réflexions avec un petit cercle de dirigeants clés au sein de notre communauté tibétaine en exil. Nous avons discuté de manière franche des avantages et des inconvénients de continuer de chercher la restauration de l'indépendance de notre pays par opposition à l'adoption de la nouvelle perspective que j'en étais venue à formuler. Nous avons aussi discuté et débattu de comment et de quand nous pourrions présenter cette nouvelle approche à la communauté tibétaine en exil dans son ensemble et à nos soutiens internationaux. Après une série de discussions sérieuses, les principaux membres de l'administration en exil, dont le Conseil des ministres, sont tous tombés d'accord avec moi. Aussi, quand Gallo-Tondu a rapporté que pour Deng, à part l'indépendance, tout était négociable, j'étais convaincue qu'il y avait vraiment l'espace pour engager une conversation, un cadre acceptable pour les deux parties. Deng a tenu parole, du moins en ce qui concerne la possibilité d'envoyer des délégations au Tibet. Entre août 1979 et juin 1985, nous avons pu envoyer 4 missions d'enquête au Tibet. De façon remarquable, le gouvernement chinois a accepté de les laisser visiter toutes les régions du Tibet, pas simplement celles se trouvant dans ce que les Chinois appellent la région autonome du Tibet. Je ne sais pas quelle était l'impression que les dirigeants chinois espéraient que nos délégations allaient avoir ni comment ils supposaient que les Tibétains au Tibet réagiraient à leur présence. En fait, de crainte que nos délégués soient physiquement pris à partie par les bienfaisants du cru, les autorités chinoises avaient demandé aux locaux de faire preuve de courtoisie envers les délégués. Quand les 5 membres de la première délégation sous la direction de Juchen Thupten Namgyal, qui était à l'époque un ministre important de mon gouvernement à Dharamsala, sont arrivés dans l'Indo, la région où je suis née. Ils ont été submergés par une foule de plusieurs milliers de personnes en adoration, surtout les jeunes. Cela a alarmé leurs surveillants chinois, qui ont prévenu les autorités à Lhasa avant leur arrivée. La réponse qui leur est parvenue était que les habitants de l'Indo et du Kham n'étaient que des nomades, sans conscience de classe, mais que grâce aux standards de formation au marxisme dans la capitale, il n'y aurait aucun risque de malaise une fois là-bas. Néanmoins, à Lhasa, les foules étaient immenses et extatiques. Un des délégués a entendu une remarque d'un cadre chinois. Tous les efforts des 20 dernières années ont été perdus en une seule journée. En fait, où qu'ils aillent, les délégués étaient submergés par des gens qui pleuraient et leur racontaient les terribles tragédies dont ils avaient été victimes. C'était une horrible litanie de violations des droits de l'homme et d'une destruction culturelle illustrée par les nombreuses photographies de monastères et de couvents en ruine. Malgré la surprise et le malaise évident suscités par la réaction des Tibétains au passage de notre délégation, je dois reconnaître que Deng a eu la magnanimité d'autoriser que les 3 suivantes, qui étaient planifiées, aient bien lieu.